Si vous avez déjà traversé un pont en France, pris un train ou levé les yeux vers la tour Eiffel, vous avez touché cette industrie sans le savoir. Le fer qui tient ce pays debout est sorti des hauts fourneaux de la Lorraine et du Nord. Derrière ce métal, il y avait un monde, la plus forte concentration d'usines sidérurgiques de la planète, des vallées embrasées jour et nuit, un géant des télécommunications qui reliait les continents, des centaines de milliers d'ouvriers venus de toute l'Europe. Cette industrie avait survécu aux guerres franco-allemandes, survécu à l'annexion de la Lorraine, survécu à 2 guerres mondiales, à l'occupation, à la reconstruction. Et puis, en une seule génération, elle s'est éteinte. Non par la guerre, mais par une suite de décisions. Comment un pays qui avait bâti l'un des plus grands empires industriels du monde a-t-il pu le laisser disparaître ? Chapitre 1er. Travailler et prier. La vallée de la Fensch, au début du XVIIIe siècle, n'a rien d'un Eldorado. C'est un pays de collines couvertes de forêts, de hameaux pauvres, de paysans qui grattent une terre ingrate. Ce qui fait sa valeur, personne encore ne le voit tout à fait. Sous ces collines, il y a du minerai. Et tout autour, il y a du bois pour le charbon de forge et des rivières pour la force motrice. Jean-Martin de Wendel, lui, le voit. Il achète, il agrandit, il fond. À sa mort, la force de la Rodolphe n'est plus une ruine, c'est une affaire. Il faut imaginer ce qu'était une forge à cette époque. Rien de commun avec les usines colossales qui viendront plus tard. Une roue à aubes tournant dans le courant de la Fensch, des soufflets de cuir qui haletaient pour attiser le brasier, du charbon de bois brûlé en montagne, produit par des charbonniers qui vivaient dans la forêt. Et au centre, un feu que l'on entretenait sans relâche parce que le rallumer coûtait des jours de travail perdu. On y forgeait des outils, des socs de charrue, des pièces pour les rares machines du temps. Un métier de sueur, de brûlure et de patience. C'est de ce petit foyer, de cette roue et de ces soufflets, que sortira 2 siècles et demi plus tard, une industrie qui emploiera des dizaines de milliers d'hommes. La distance entre le point de départ et le point d'arrivée donne le tournis. Ses descendants ne relâcheront jamais la prise. Génération après génération, ils rachètent, étendent, modernisent. Et quand la Révolution éclate, quand la République confisque les biens des grandes familles, les Wendel encaissent le coup et reviennent. En 1804, François de Wendel rachète les forges qui avaient été saisies à sa propre famille. Rachète ce qui lui appartenait. C'est un détail, mais il dit tout de la nature de cette maison. Elle traverse les régimes, les révolutions, les guerres, et à chaque fois elle se remet debout et reprend son bien. Le personnage décisif, c'est Charles de Wendel, né en 1809, mort en 1870. C'est lui qui fait passer la maison de l'artisanat au monde industriel. Il fonde Stiring-Wendel, une ville-usine sortie de rien, portant son nom. Il achète les mines de charbon de Petite Rosselle. Il comprend, avant beaucoup d'autres, que la sidérurgie moderne ne sera pas une affaire de forges dispersées, mais de grands ensembles intégrés. Le minerai, le charbon, le fer, l'acier, réunis sous une seule autorité, la sienne. Et cette autorité s'exerce sur tout, pas seulement sur la production, sur les vies. Les Wendel construisent des logements de leurs ouvriers, les cités entières, les hôpitaux, les églises, les écoles, les magasins coopératifs où l'on achète le pain, les centres d'apprentissage où l'on forme les fils des ouvriers à devenir ouvriers à leur tour. Rien, dans ces vallées, n'échappe à la maison. On est dans une maternité de Wendel. On apprend à lire dans une école de Wendel. On travaille dans une usine de Wendel. On prie dans une église de Wendel. Et l'on est enterré dans un cimetière que la famille a fait bâtir. Prenez un ouvrier de Hayange, au tournant du XXe siècle, et suivez sa journée. Il se réveille dans une maison qui appartient aux Wendel, dans une rue tracée par les Wendel. Il boit un café acheté à la coopérative de la maison. Il conduit ses enfants à une école dont la famille a choisi les instituteurs.
Il descend à l'usine au signal de la sirène, cette sirène qui règle non seulement ses heures de travail, mais celle de la ville tout entière. À midi, il mange à la cantine du patron. Le soir, s'il tombe malade, il se fait soigner par un médecin payé par le patron. Et le dimanche, il écoute un curé dont le presbytère a été financé par le patron. Cet homme ne connaîtra pas, de toute sa vie, une seule journée qui échappe entièrement à l'ombre de la maison. C'était cela le paternalisme. Non pas une prison aux barreaux visibles, mais quelque chose de plus subtil et de plus total. Un monde clos où le maître pourvoyait à tout, et où, précisément parce qu'il pourvoyait à tout, on ne pouvait presque rien lui refuser. La devise de la maison résume l'esprit du système en 3 mots. Travailler et prier. Le patron catholique fournit tout, le toit, le pain, le médecin, le salut. Et en échange, il demande le labeur et l'obéissance. C'est ce que l'on appelle le paternalisme industriel. Ce n'est pas une gentillesse, c'est un ordre du monde. Le patron n'est pas un employeur, il est un seigneur. Et l'ouvrier n'est pas un salarié qui vend son temps, il est un sujet, encadré du berceau à la tombe. Mais un obstacle longtemps a barré la route à cet empire. Et c'est peut-être la plus belle ironie de toute cette histoire. Le minerai de Lorraine, cette fameuse minette sur laquelle tout devait se construire, était mauvais. Pauvre en fer, de 30 à 40% seulement, et surtout chargé de phosphore. Or, le phosphore rend l'acier cassant, inutilisable. Pendant des décennies, la Lorraine s'est assise sur un trésor qu'elle ne pouvait pas dépenser. Le minerai était là, en quantité immense, presque à fleur de sol. Et il ne valait rien. C'est de l'autre côté de la Manche que vint la délivrance. En Angleterre, un modeste employé de tribunal passionné de chimie, Sidney Gilchrist Thomas, cherchait dans ses heures libres le moyen de débarrasser la fonte de son phosphore. Il finit par le trouver à la fin des années 1870. Il suffisait de tapisser le convertisseur d'un revêtement basique capable de capter le phosphore et de le rejeter dans les scories. Un procédé simple, une révolution totale. Car il transformait d'un coup les minerais phosphoreux, les minerais que personne ne voulait, en matière première pour l'acier. Et sur quel sol reposait en Europe la plus grande réserve de minerais phosphoreux? La Lorraine. En 1881, la maison de Wendel s'assure l'exclusivité du brevet pour la France. Pendant 15 ans, la famille détient la clé qui ouvre la serrure du sous-sol lorrain. La minette maudite devient la minette bénie. Le trésor qui ne valait rien devient le socle d'une fortune colossale. Et ce qui n'était qu'un pays de collines pauvres devient l'un des plus grands bassins sidérurgiques de la planète. Il faut mesurer ce basculement. Une roche méprisée, dédaignée, tenue pour un caillou stérile, et soudain, grâce à une trouvaille de chimie faite par un inconnu dans un autre pays, elle devient l'or de la France. Toute la puissance qui va suivre, tous les hauts fourneaux, toutes les cités ouvrières, toutes les vies qui vont s'organiser autour de la coulée, tout cela repose sur ce moment où l'on a appris à retirer le poison du fer. Mais l'histoire de la maison de Wendel comporte une autre épreuve, plus cruelle encore et plus française. La guerre de 1870. La défaite face à la Prusse arrache à la France une partie de la Lorraine, et la nouvelle frontière passe en plein milieu de l'empire des Wendel. Hayange, Moyeuvre, le cœur historique de la maison, se retrouvent en territoire allemand. Une autre famille aurait choisi son camp, aurait plié bagages, aurait vendu. Les Wendel, eux, refusent de choisir. Ils construisent de l'autre côté de la ligne, à Jeuf, en Meurthe-et-Moselle restée française, et gardent leurs usines passées à l'Allemagne. Ils deviennent une famille à cheval sur une frontière, produisant du fer pour 2 nations qui, quelques décennies plus tard, s'entretueront 2 fois avec cet acier-là. Retenez cette image. Le fer lorrain nourrissant les 2 camps, la même famille fournissant les 2 armées. Elle dit quelque chose de profond sur ce bassin. Ici, l'industrie a toujours été plus grande que les frontières, plus grande que les guerres, plus grande souvent que la politique elle-même. Au début des années 1930, la maison de Wendel produit 134 000 tonnes de fonte par an. Elle est, tout simplement, la première entreprise sidérurgique française.
3 siècles après le petit four de la Rodolphe, la famille règne sur un domaine que les rois auraient pu lui envier. Et pour comprendre à quel point cette lignée a traversé l'histoire de France, il suffit de regarder son héritier le plus célèbre. Ernest-Antoine Seyer, fils d'une Wendel, descendant direct de cette dynastie du fer, deviendra, à la fin du XXe siècle, le patron des patrons, le président du MEDEF. En 2005, il inaugurera à Hayange une exposition consacrée à sa propre famille, sur les lieux mêmes où tout avait commencé. Devant l'entrée, ce jour-là, l'attendaient des manifestants de la CGT. Le seigneur du fer revenait sur ses terres, et les ouvriers de ses ancêtres étaient là pour lui rappeler que la mémoire, en Lorraine, ne s'efface pas. Mais nous n'en sommes pas encore là. Nous en sommes au sommet de la puissance. Et cette puissance, il a fallu des bras pour la faire tenir. Des bras venus de très loin. Chapitre 2. La petite Italie. Le fer, à lui seul, ne fait rien. Il faut des hommes pour le sortir, le fondre, le couler, le lamine. Et à mesure que les hauts fourneaux se multipliaient dans les vallées de l'Est, une évidence s'imposait. La Lorraine n'avait pas assez de bras pour son propre destin. Alors, elle est allée les chercher. Il faut se représenter ce qu'était devenu le bassin de Longwy, tout au nord de la Lorraine, à la charnière de la Belgique et du Luxembourg. La plus forte concentration d'usines sidérurgiques au monde. Pas de France, du monde. Des hauts fourneaux à perte de vue, alignés dans les vallées de la Chier et de la Moulaine, crachant leur fumée jour et nuit, embrasant le ciel d'orange à chaque coulée. On appelait cette région le Pays Haut. Et le Pays Haut avait faim d'hommes. Ils sont venus. D'abord les Italiens, par vagues, surtout du nord de la péninsule, fuyant la misère de leur village. Puis les Belges, tout proches. Puis les Polonais, à partir des années 1920, dans ces convois d'immigration organisés qui vidaient des campagnes entières de Silésie pour remplir les mines et les usines françaises. Et plus tard, après la Seconde Guerre mondiale, les Nord-Africains, Algériens, Marocains, appelés pour reconstruire un pays exsangue. On comptait, au plus fort, environ 30 000 ouvriers dans le seul Pays Haut, et une part immense d'entre eux n'était pas née en France. Le bassin de Longwy détenait ainsi 2 records en même temps. La plus forte concentration d'usines sidérurgiques du monde et la plus forte concentration de population étrangère de toute la France. Les deux allaient ensemble. L'un ne pouvait pas exister sans l'autre. Ce fer, cette fonte, cet acier lorrain qui faisait la fierté de la nation, il sortait de mains italiennes, polonaises, algériennes, autant que de mains françaises. Il faut comprendre comment ces hommes arrivaient, parce que rien dans leur venue n'était laissé au hasard. Les compagnies avaient leurs recruteurs, qui parcouraient les campagnes pauvres de l'Italie du Nord ou de la Pologne, promettant du travail, un logement, un avenir. On partait par convois entiers, familles ou hommes seuls, avec une valise de carton et une adresse griffonnée. On descendait du train dans une gare lorraine que l'on n'avait jamais vue, sous un ciel toujours un peu chargé de fumée, et l'on cherchait des yeux le contremaître ou le compatriote venu à la rencontre du convoi. Les hommes seuls étaient logés dans des foyers, dans des baraquements, entassés parfois à plusieurs dans une même chambre. Le lendemain matin, ils étaient devant le portail, prêts pour la première équipe, dans un pays dont ils ne parlaient pas encore la langue, devant des machines qu'ils n'avaient jamais vues. Et sur le carreau de l'usine, on entendait toutes les langues à la fois. Les ordres criés en français, les jurons lancés en italien, les chansons fredonnées en polonais, plus tard l'arabe des ouvriers venus du Maghreb. Cette confusion sonore n'était pas un chaos, c'était le langage réel du travail lorrain, une langue faite de toutes les autres, où l'essentiel finissait toujours par se comprendre, parce que devant le haut fourneau, un geste mal fait pouvait coûter une main ou une vie. Dans la vallée de la Fensch, il y avait même un quartier qu'on appelait la Petite Italie. Un morceau de Calabre ou du Frioul transplanté au milieu des corons lorrains. On y parlait italien dans la rue, on y faisait la sauce le dimanche, on y gardait les fêtes du village d'origine tout en travaillant à la française. Et ce mélange, ce bouillonnement de langues et d'accents sur le carreau des usines, n'était pas un désordre. C'était le cœur battant du bassin. Ce n'était pas pour autant un paradis.
Les nouveaux venus héritaient des tâches les plus dures et les plus dangereuses, celles dont les anciens ne voulaient plus. Ils étaient souvent moins payés, moins bien logés, regardés parfois de haut par ceux qui étaient arrivés une vague plus tôt. L'Italien méprisait le Polonais, qui à son tour verrait d'un mauvais œil l'Algérien. La méfiance existait, la rivalité aussi, et il ne faut pas la peindre en rose. Mais quelque chose de plus fort finissait par l'emporter. Le même danger, le même patron, le même salaire arraché de haute lutte, le même épuisement au retour de l'équipe de nuit. On avait beau venir de villages séparés par des milliers de kilomètres, on partageait le même destin. Et de ce destin partagé naissait, lentement, une appartenance. Il y a un homme qui a raconté cela mieux que personne, et il faut le nommer, parce qu'il ne regardait pas cette histoire de loin, il était dedans. Gérard Noiriel. Avant de devenir l'un des plus grands historiens français de l'immigration, il fut enseignant à Longwy, mêlé aux luttes ouvrières, témoin direct de ce monde. En 1982, il soutient une thèse, dirigée par l'historienne Madeleine Rebériou, sur les sidérurgistes et les mineurs de fer du bassin de Longwy. 2 ans plus tard, il publie un livre au titre limpide, Longwy, immigrés et prolétaires. Et ce que Noiriel démontre est capital pour comprendre ce pays. L'intégration de ces immigrés à la nation française ne s'est pas faite d'abord par les papiers, ni par les discours, ni par l'école de la République. Elle s'est faite par l'usine, par le travail commun, par l'appartenance à la classe ouvrière. On devenait français en devenant ouvrier avec les autres ouvriers. Au début des années 1950, écrit-il, Français et Italiens luttaient déjà côte à côte, dans les mêmes grèves, pour les mêmes revendications. La solidarité de l'atelier a fait ce que rien d'autre n'aurait pu faire aussi bien. D'un Italien de Calabre et d'un Français de Moselle, elle a fait 2 camarades, puis 2 compatriotes. C'est une chose qu'il faut garder à l'esprit pour tout le reste de cette histoire. Quand, des décennies plus tard, on fermera ces usines, on ne fermera pas seulement des lieux de production. On effacera le creuset où s'était fondue une part de la nation. On dispersera une communauté qui s'était construite au feu des hauts fourneaux. Une communauté dont l'existence même prouvait que la France savait accueillir et faire sien ceux qui venaient travailler chez elle. Et pour ceux qui douteraient de la grandeur de ce que produisaient ces mains venues d'ailleurs, il suffit de lever les yeux vers le monument le plus célèbre du pays. Le fer qui a dressé la tour Eiffel dans le ciel de Paris est sorti des forges de Lorraine, de Pompée et de ses voisines. Chaque poutrelle, chaque rivet de cette dentelle de métal qui incarne la France aux yeux du monde entier, tout cela est né dans les vallées de l'Est, coulé et laminé par des ouvriers dont beaucoup ne parlaient pas encore bien le français. Le symbole de Paris est fait du fer de la Lorraine. On oublie. On ne devrait pas. Car la Lorraine n'était pas la périphérie de la France. Elle en était l'armature, le squelette de métal sur lequel tout le reste tenait debout. Chapitre 3e. La République et le feu. Pendant que le fer montait à l'est, le charbon montait au nord. Et c'est l'autre grande province de l'industrie française, l'autre grand peuple ouvrier, qu'il faut faire entrer dans le récit. Parce que sans le charbon, il n'y a pas de fer, et sans le nord, il n'y a pas de France industrielle. Le bassin minier du Nord et du Pas-de-Calais, c'est un paysage qu'aucun Français de l'époque ne pouvait ignorer. Les chevalements des puits dressés au-dessus des villages. Les corons, ces alignements de maisons basses en briques rouges, construites par les compagnies minières, identiques à l'infini, chacune avec son jardin où l'on faisait pousser les légumes et où l'on élevait les pigeons. Et surtout, dominant tout, les terrils, ces montagnes noires de déchets remontés du fond, si hautes qu'elles devenaient des repères visibles de partout, la signature du pays sur le ciel. Descendre à la mine, c'était descendre dans un autre monde. La cage qui plongeait dans le noir, la chaleur qui montait avec la profondeur, les galeries où l'on avançait courbé, la poussière de charbon qui pénétrait partout, sous les ongles, dans la gorge, dans les poumons. Les mineurs remontaient le visage noir, les yeux blancs au milieu du charbon, et beaucoup, au bout de 30 ans de fond, portaient dans leur poitrine cette maladie lente qui finissait par les étouffer, la silicose. Ils le savaient, ils descendaient quand même, parce que c'était le travail,
et que le travail, ici, était une dignité autant qu'une servitude. Mais il faut se garder de ne voir dans le bassin minier qu'une usine à ciel ouvert et une usine à silicose. Autour du puits s'était bâtie une civilisation entière, avec ses codes, ses fiertés, ses fêtes. Le mineur du Nord rentrait du fond noir de charbon, et le dimanche, il devenait un autre homme. Il jouait du cuivre dans la fanfare du village, ces harmonies ouvrières qui rivalisaient de concours en concours. Il élevait des pigeons voyageurs, cette passion des colombophiles qui lâchaient leurs oiseaux à des centaines de kilomètres et guettaient leur retour, montre en main, avec une gravité de savant. Il bêchait son jardin ouvrier, ce lopin où l'on faisait pousser les légumes de la semaine et où l'on gagnait, sur la brique et le charbon, un carré de verre bien à soi. Le coron n'était pas seulement un alignement de maisons. C'était une société complète, soudée, fière d'elle-même, où l'on se connaissait de puits en puits et de génération en génération. Prenez un homme comme Paul Delevill. 30 ans passés au fond, une vie entière dans le noir, à extraire le charbon d'un pays qui en avait faim. Il était grand-père à 44 ans, parce qu'ici, on entrait à la mine jeune, on se mariait jeune, et les générations se succédaient au rythme accéléré des vies ouvrières. Des hommes comme lui, il y en avait des centaines de milliers. Il formait une aristocratie du travail, consciente de sa valeur, sûre de sa place dans la nation. On leur avait dit qu'ils étaient indispensables. Ils l'avaient cru. Ils avaient raison de le croire, pour un temps. Après la libération, la France ruinée s'est tournée vers ses deux ressources, le charbon du Nord, le fer de l'Est, comme vers ses deux poumons. Il fallait tout reconstruire, et pour reconstruire, il fallait de l'énergie et de l'acier. L'État a alors fait une chose considérable. Le 17 mai 1946, il nationalise les houillères et crée Charbonnage de France. Le charbon n'appartient plus à des compagnies privées, il appartient à la nation. C'est la République elle-même qui devient patron, qui prend en charge le destin de centaines de milliers d'hommes. Et ces hommes, ils étaient une armée. Les houillères du bassin du Nord et du Pas-de-Calais ont employé jusqu'à 220 000 mineurs dans l'immédiat après-guerre, en 1947. 220 000. Une population entière descendue chaque jour sous terre pour arracher au sol l'énergie d'un pays. On les appelait alors les premiers de la nation, les héros de la reconstruction. On leur promettait, en échange de leur sueur et de leur santé, un pacte. Le logement gratuit, le chauffage gratuit, la sécurité de l'emploi, la reconnaissance de la République. Un pacte. Il faut retenir ce mot. Parce qu'il sera rompu. C'est ici qu'apparaît un personnage discret mais décisif de toute l'histoire industrielle française, l'État planificateur. La France de l'après-guerre ne fait pas confiance au seul marché pour se reconstruire. Elle se dote d'un instrument, le Commissariat général du plan, confié à un homme du nom de Jean Monnet. L'idée est simple et immense à la fois. C'est la nation qui décide où va l'effort industriel. Le charbon d'abord, l'acier ensuite, l'électricité, les transports. L'État fixe le cap, oriente les investissements, dirige la modernisation. On appelle cela le plan, et pendant les décennies qui suivent, il est la colonne vertébrale de la puissance française. C'est un point qu'il faut bien saisir, parce qu'il rend l'histoire française différente de toutes les autres. En France, l'industrie et l'État ne sont pas deux mondes séparés, ils sont mariés. L'État construit les usines, les nationalise, les modernise, les protège. Il est le grand patron au-dessus des patrons. Et cela crée un lien de confiance particulier entre le monde ouvrier et la puissance publique. L'ouvrier lorrain ou le mineur du Nord ne travaille pas seulement pour un actionnaire. Il travaille, croit-il, pour la France. La République est censée le protéger. C'est écrit dans le pacte. Souvenez-vous de cette confiance. Parce que le jour où elle sera trahie, la blessure sera d'autant plus profonde qu'elle aura été trahie par celui-là même qui devait protéger. Et tandis que le fer et le charbon écrivaient l'histoire de l'Est et du Nord, un autre empire industriel montait, dans un tout autre registre. Un empire de l'invisible, l'électricité et les télécommunications. Il faut le nommer lui aussi, parce qu'il jouera dans la chute un rôle central, et qu'on ne comprend pas le drame français si on l'oublie. Tout commence en 1898, avec la fondation de la Compagnie Générale d'Électricité,
la CGE. Au fil des décennies, elle grandit, absorbe, fusionne, jusqu'à devenir un géant sous le nom d'Alcatel-Alstom. Et dans les dernières décennies du XXe siècle, ce géant atteint des sommets vertigineux. Entre 1986 et 1993, le groupe double son chiffre d'affaires et multiplie par 7 son bénéfice net. Il devient, purement et simplement, le premier groupe industriel français. Leader mondial des télécommunications. Puissance de premier rang dans le matériel électrique et le matériel ferroviaire, les trains, les câbles sous-marins, les centraux qui faisaient circuler la voix des hommes d'un bout à l'autre de la planète. Les chiffres donnent le vertige. Plus de 200 000 personnes employées à travers le monde. Un chiffre d'affaires qui, en 1994, atteint 167 milliards de francs. À sa tête, se succèdent des figures du capitalisme français. Ambroise Roux, puis Pierre Suard. La France possédait là un fleuron mondial de la haute technologie. La preuve qu'elle savait non seulement fondre le fer et arracher le charbon, mais aussi inventer, concevoir, dominer les industries de pointe. Et ces industries n'avaient rien d'abstrait. Ce géant fabriquait les câbles sous-marins qui traversaient les océans et portaient la voix des hommes d'un continent à l'autre. Il construisait les centraux téléphoniques, ces cerveaux électroniques par lesquels passaient les conversations de nations entières. Par sa branche ferroviaire, il concevait les trains dont la France allait faire un objet de prestige national, symbole d'une modernité que le monde nous enviait. Quand on décrochait un téléphone à Paris, quand on montait dans un train à grande vitesse, quand un message électrique filait sous l'Atlantique, il y avait, quelque part dans la chaîne, une part de ce fleuron français. C'était un empire silencieux, invisible pour la plupart des citoyens, et pourtant présent dans chacun de leurs gestes quotidiens. Un empire dont, plus tard, un seul homme décidera qu'il n'a plus besoin d'usine. Voilà donc ce qu'était la France industrielle au dernier quart du XXe siècle. 2 couronnes sur une même tête. À l'est et au nord, l'empire du fer, du feu et du charbon, les cathédrales de métal, les cités ouvrières, le peuple mêlé des immigrés devenus français. Et par-dessus tout le pays, l'empire de l'électricité et du signal, un champion mondial des télécoms. Une nation qui produisait de la matière et de l'intelligence, de l'acier et des idées. Rien, à ce sommet, ne semblait pouvoir renverser cela. Les usines tournaient jour et nuit, les vallées s'embrasaient à chaque coulée, les convois de charbon remontaient sans fin. Et sur le carreau des usines, comme au fond des mines, 3 générations d'hommes et de femmes, nés ici ou venus d'ailleurs, tenaient pour acquis que ce monde-là durerait toujours, qu'il durerait pour leurs enfants comme il avait duré pour leurs pères. Debout sur ce sommet, personne à l'intérieur de ces murs ne pouvait voir le monde qui, déjà, commençait à se refaire autour d'eux. Chapitre 4. Le feu continue. Pour comprendre ce que la France s'apprête à perdre, il faut entrer dans une usine sidérurgique un matin ordinaire, quand tout tourne encore, quand personne n'imagine que cela puisse finir. Il faut y entrer par les sens, parce que c'est ainsi que les hommes l'ont vécu, non pas comme une abstraction économique, mais comme un lieu physique qui prenait le corps tout entier. Cela commençait avant même le portail. Un ouvrier qui montait vers l'usine dans le petit matin lorrain sentait la fumée bien avant de la voir. Une odeur de charbon, de soufre, de métal chaud, si constante qu'au bout de quelques semaines, on ne la sentait plus. Sauf le jour où l'on repartait en vacances et où soudain, ailleurs, l'air paraissait vide. Le ciel, au-dessus des vallées, n'était jamais tout à fait pur. Le soir, quand une coulée sortait d'un haut fourneau, il s'embrasait d'une lueur orange que l'on voyait à des kilomètres, une aurore artificielle qui disait à toute la région que l'acier vivait. Puis venait la sirène. Elle ne réglait pas seulement les équipes, elle réglait la ville. À 6h, à 14h, à 22h, elle sonnait le changement des 3-8, et des rues entières se vidaient et se remplissaient en même temps, dans un même mouvement, comme une respiration. Les hommes passaient au vestiaire, enfilaient le bleu de travail, pointaient à la pointeuse, ce petit rituel mécanique qui transformait un homme en ouvrier pour 8 heures, et entraient dans le vacarme. Car le premier choc, à l'intérieur, c'était le bruit. Un grondement continu, fait de 1000 bruits mêlés, le souffle des soufflantes, le fracas des trains de laminoir, le sifflement de la vapeur, le roulement des ponts roulants au plafond. On ne se parlait pas dans un atelier de sidérurgie. On criait ou l'on faisait des gestes.
Les anciens finissaient tous un peu sourds. C'était le prix. Avant même la fonte, il y avait tout un monde de préparation que le visiteur ne soupçonnait pas. Les trains arrivaient sans fin, chargés de minerais et de charbon, déversant leur cargaison dans des parcs immenses. Le charbon passait à la coquerie, où on le cuisait à l'abri de l'air pour en faire du coke. Cette opération qui dégageait des gaz, des fumées, une odeur âcre qui prenait à la gorge et qui rongeait la santé des coquiers plus sûrement encore que le reste. Le minerai passait à l'agglomération, où on le préparait, on le calibrait, on le rendait propre à la fusion. Rien, dans une usine sidérurgique, ne se faisait au hasard. C'était une chaîne d'une précision extraordinaire, où chaque atelier alimentait le suivant, où le moindre grain de sable pouvait dérégler l'ensemble. Une horlogerie de titan. Et au cœur de tout, il y avait le haut fourneau. Il faut prendre la mesure de ce qu'est cette machine, parce qu'elle est le personnage central de toute cette histoire. Une tour de métal et de briques de plusieurs dizaines de mètres, dans laquelle on déverse par le haut, sans relâche, du minerai, du coke et de la castine, et d'où sort par le bas, à intervalles réguliers, la fonte en fusion. Sa particularité, sa tyrannie, c'est qu'il ne s'arrête jamais. Un haut fourneau fonctionne jour et nuit, des années durant, parfois plus de 10 ans sans s'éteindre. On ne le coupe pas comme on coupe une machine. Le feu, à l'intérieur, est continu. Retenez ce mot, continu, parce que le jour où l'on coupera ce feu, ce ne sera pas une pause, ce sera une mise à mort. Le moment sacré dans la vie du fourneau, c'était la coulée. À l'heure dite, les fondeurs perçaient le trou de coulée, et la fonte liquide jaillissait, un torrent de métal en fusion, d'un orange aveuglant, coulant dans les rigoles de sable vers les poches qui l'emportaient. La chaleur frappait le visage à plusieurs mètres de distance. On travaillait devant ce feu torse nu, même en plein hiver lorrain, ruisselant de sueur, le visage rougi par le rayonnement. C'était un spectacle d'une beauté terrible, et les hommes qui l'ont vécu en parlaient, 30 ans plus tard, avec une précision d'amoureux. Ils décrivaient cette chaleur comme s'ils avaient quitté l'atelier la veille. C'était la température de leur vie de travail. Et c'était dangereux. Il ne faut pas romancer la coulée sans dire aussi ce qu'elle coûtait. La fonte en fusion ne pardonne rien. Une projection, une poche mal manœuvrée, une rigole qui cède, et c'était la brûlure grave, la mutilation, parfois la mort. Les hommes travaillaient au bord d'un fleuve de métal porté à plus de 1000 degrés, et ils le savaient. Chacun avait en mémoire un camarade emporté, un accident, un nom que l'on prononçait à voix basse. Le respect que ces ouvriers avaient pour leur usine n'était pas seulement de la fierté. C'était aussi celui que l'on porte à une bête magnifique et redoutable, qui vous nourrit et qui peut vous tuer. La nuit, ce respect devenait presque religieux. Quand le reste de la ville dormait, l'équipe de nuit veillait sur le feu, seule dans le grondement et la lueur orange, dans ce monde qui ne s'éteignait jamais. Il y avait une camaraderie particulière de la nuit, un lien entre ceux qui tenaient l'usine éveillée pendant que les autres reposaient. Ils étaient les gardiens du feu continu. Il y avait, dans la vallée de la Chier, à Longwy, 5 hauts fourneaux encore en activité au milieu des années 70, employant à eux seuls 3600 personnes. 5 soleils artificiels alignés dans une vallée, tournant sans fin, faisant vivre une ville entière autour de leur feu. Michel Olmy, qui fut de ce monde et qui l'a défendu jusqu'au bout comme responsable syndical, le disait à sa manière, rude et juste. Ici, disait-il en substance, les barons de l'acier avaient posé leur emprise sur toute la région et tout respirait à travers la sidérurgie, même si l'on respirait mal à cause des fumées. Tout tenait par l'acier, le bon comme le mauvais. L'orgueil et la silicose, la fierté du métier et l'air qu'on ne pouvait plus tout à fait respirer. On ne peut pas comprendre l'attachement de ces hommes à leur usine si l'on ne comprend pas cela. Elle les tuait un peu, et ils l'aimaient quand même, parce qu'elle était leur vie, leur dignité, leur monde. De la fonte, on faisait l'acier dans les convertisseurs, puis on le coulait en lingots, puis on le laminait, ces trains de laminoir où le métal rougeoyant passait et repassait entre les cylindres, s'allongeait, s'amincissait, devenait rail, poutrelle, tôle. À chaque étape, un savoir-faire. Le fondeur qui lisait la couleur du métal
comme d'autres lisent un livre. Le lamineur qui sentait, à la vibration du sol, si la passe était bonne. Ce n'étaient pas des gestes de manœuvre, c'étaient des métiers, transmis d'homme à homme, d'équipe en équipe, que nul diplôme ne pouvait remplacer. Un savoir qui vivait dans les mains, et qui, le jour où ses mains seraient renvoyées chez elles, s'éteindrait avec elles, car il ne s'écrivait nulle part. Et tout cela se déployait dans des espaces d'une démesure difficile à imaginer aujourd'hui. Des halles longues de plusieurs centaines de mètres, hautes comme des cathédrales, où la lumière du jour entrait par des verrières noircies de suie et se mêlait à la lueur rouge du métal. Au plafond, les ponts roulants glissaient d'un bout à l'autre, soulevant des charges de plusieurs dizaines de tonnes, comme un homme soulève un sac. En bas, les poches de fonte, les wagons qui transportaient le métal liquide d'un atelier à l'autre, tout un balai réglé à la seconde près, où des centaines d'hommes se croisaient sans se heurter, chacun à sa tâche, dans une chorégraphie que personne n'avait écrite et que tous connaissaient par cœur. Le premier fondeur commandait sa coulée comme un chef d'orchestre commande son pupitre. On entrait là comme dans une nef, et l'on comprenait, sans qu'on eût besoin de le dire, qu'on avait affaire à quelque chose de plus grand que soi. À la fin de la chaîne, l'acier partait. Sur des wagons, par les embranchements ferroviaires qui reliaient chaque usine au réseau national, il quittait la Lorraine pour aller devenir des ponts, des rails, des immeubles, des navires, dans toute la France et bien au-delà. Ce qui était entré sous forme de cailloux bruns rouges ressortait sous forme de charpente d'un pays. C'était cela, le miracle quotidien de la vallée. Un miracle si bien rodé que ceux qui le faisaient tourner avaient fini par le croire éternel. Chapitre 5e. Le monde de l'usine. L'usine ne s'arrêtait pas au portail. Elle débordait sur toute la vie, et c'est peut-être ce qu'il est le plus difficile à faire comprendre aujourd'hui, à une époque où le travail et le reste de l'existence sont deux mondes séparés. Ici, l'usine était le centre autour duquel tout gravitait. Le logement, les loisirs, l'école, les vacances, le sport, les amitiés, les amours. On naissait dans le monde de l'usine, on y vivait, on y mourait. Cela tenait d'abord à la géographie. Les ouvriers habitaient la cité ouvrière, ces quartiers bâtis par les compagnies à côté des usines, rangés de maisons ou d'immeubles à quelques minutes de marche du portail. On rentrait déjeuner chez soi entre deux services, quand l'horaire le permettait. Les voisins étaient les collègues. Le contremaître habitait 2 rues plus loin. La proximité était totale et elle créait une densité de vie que l'on ne retrouve plus nulle part. On connaissait tout le monde, pour le meilleur et pour le pire. Pour ceux qui habitaient plus loin, il y avait le transport d'entreprise, ces cars qui ramassaient les ouvriers de village en village, à l'aube, et les ramenaient le soir. On y faisait connaissance, on y jouait aux cartes, on y refaisait le débat de la veille. Le quart de l'usine, c'était déjà l'usine. Et au retour, il y avait le café, le bistrot du coin, où l'on s'arrêtait boire un verre avant de rentrer, où se réglaient les affaires du quartier, où naissaient les amitiés et parfois les bagarres. Autour de l'usine, s'était tissé tout un réseau d'institutions minuscules et essentielles. La pharmacie, le médecin de la caisse, la mutuelle, les sociétés de secours mutuels héritées du XIXe siècle, par lesquelles les ouvriers s'étaient protégés eux-mêmes, entre eux, bien avant que l'État ne s'en mêle. On ne comptait pas seulement sur le patron, on comptait d'abord les uns sur les autres. Il faut dire un mot de la cantine, parce qu'en France, la cantine d'usine n'était pas un détail. C'était une institution, presque une civilisation. À midi, les ouvriers ne mangeaient pas un sandwich debout devant une machine. Ils s'attablaient, ensemble, pour un vrai repas. Une entrée, un plat, du fromage, un dessert. Le repas de midi était sacré, un moment où l'homme au travail redevenait pleinement un homme, où l'on parlait, où l'on riait, où l'on refaisait le monde en 40 minutes. C'était, à l'échelle de l'atelier, un morceau de république. Le droit de manger dignement, assis, comme n'importe qui. Et puis il y avait le comité d'entreprise. Attention ici à ne pas se tromper. Le comité d'entreprise n'était pas un cadeau du patron. C'était une conquête ouvrière, née de la loi d'après-guerre, arrachée par des générations de lutte. Et ce que le comité d'entreprise organisait, c'était toute la vie hors du travail.
Les colonies de vacances, où les enfants d'ouvriers partaient à la mer ou à la montagne pour la première fois de leur vie, des gamins de Longwy ou de Hayange qui découvraient l'océan grâce à leur usine. Les clubs sportifs, le football surtout, où les équipes des usines s'affrontaient avec une ferveur de derby. La bibliothèque, les sorties, les fêtes de fin d'année où chaque enfant recevait son jouet. Le comité d'entreprise faisait entrer la culture, le loisir, les vacances dans des familles qui, une génération plus tôt, n'y auraient jamais eu accès. C'était la dignité en action. Autour de tout cela s'étendaient les jardins ouvriers, ces lopins où les hommes, au sortir de l'équipe, venaient bêcher, planter, récolter. On y faisait pousser les légumes de la famille, on y échangeait des graines et des conseils par-dessus les grillages, on y gagnait, sur le charbon et la brique, un carré de verre et de silence. Le jardin ouvrier, c'était le contrepoint du haut fourneau, la patience contre la violence, la terre contre le métal, le calme du soir contre le vacarme du jour. Et il y avait les fêtes, qui rythmaient l'année comme les saisons. Dans les pays du charbon comme dans ceux du fer, chaque 4 décembre, on célébrait la Sainte Barbe, la patronne des mineurs et de tous ceux qui travaillaient le feu et la terre. Ce jour-là, on ne descendait pas. On sortait les habits du dimanche, la fanfare défilait, on décorait les chevalements et les portails, on buvait, on chantait, on honorait les morts au fond et les vivants encore debout. La Sainte-Barbe n'était pas une simple fête. C'était la manière qu'avait tout un peuple de se dire à lui-même qu'il existait, qu'il avait une histoire, une dignité, une place dans le monde. On était mineur ou sidérurgiste comme on était d'une famille, avec des rites, une mémoire, une fierté qui se transmettait. Détruire l'usine plus tard, ce ne serait pas seulement supprimer des emplois. Ce serait effacer tout cela d'un trait. Les fêtes, les rites, la mémoire, la manière même qu'avait cette communauté de se reconnaître. Ce monde était profondément mêlé. Les familles italiennes, polonaises, algériennes, arrivées 1 ou 2 générations plus tôt, étaient désormais du pays. Les enfants de la petite Italie parlaient le français des écoles de la République sans un accent, jouaient au football avec les petits-fils des paysans lorrains, épousaient les filles d'à côté. L'usine avait accompli, sans le décréter, ce que les discours n'obtiennent jamais. Elle avait fondu des peuples en un seul. Et les femmes tenaient dans cet édifice une place que l'histoire officielle a trop souvent oubliée. Au bureau, à la cantine, dans certains ateliers, et surtout dans la vie militante et associative qui faisait tenir la communauté. Jocelyne Olmy, qui portait avec les siens le combat syndical du bassin, était de ces femmes-là, de celles sans qui rien, ni les luttes, ni la vie quotidienne, n'auraient tenu debout. Le temps lui-même était scandé par l'usine. Les 3-8 imposaient un rythme brutal. Une semaine du matin, une semaine de l'après-midi, une semaine de nuit, à tourner sans fin. Le corps ne s'y habituait jamais vraiment. On dormait le jour, on vivait à contretemps du reste du monde, on manquait les repas de famille, les fêtes, les dimanches normaux. C'était dur. Il ne faut pas l'embellir. Mais dans cette dureté même, il y avait une fierté, celle d'appartenir à ceux qui faisaient tourner le pays pendant que les autres dormaient. Et par-dessus tout, il y avait la transmission. Le fils succédait au père, qui avait succédé au grand-père. Mon père a travaillé ici, mon grand-père a travaillé ici. Cette phrase, on entendait partout. Elle disait bien plus qu'une tradition familiale. Elle disait une confiance dans l'avenir. Si l'usine avait fait vivre 3 générations, elle en ferait vivre une 4e. C'était une évidence. Personne ne pensait à la remettre en question. Personne n'imaginait qu'un jour, un fils regarderait le portail fermé et comprendrait que la chaîne s'arrêtait à lui. Et le passage d'une génération à l'autre avait ses rites. Le premier jour d'un jeune à l'usine était un moment que l'on n'oubliait pas. Souvent, le père était là, ou l'oncle, ou le voisin, pour présenter le gamin au contremaître, pour dire un mot en sa faveur. On le confiait à un ancien qui le prenait sous son aile, lui apprenait les gestes, les dangers, les ruses du métier que nul manuel n'enseignait.
comment se tenir, où ne jamais poser le pied, comment lire l'humeur du fourneau. L'apprentissage ne se faisait pas dans une salle de classe. Il se faisait au coude à coude, dans le bruit et la chaleur, par l'exemple et la parole. Et le jour où le jeune réussissait seul sa première tâche difficile, l'ancien lui donnait une tape sur l'épaule, et c'était comme un adoubement. Il était devenu, à son tour, un homme de l'acier. Ce lien entre l'ancien et le jeune, cette transmission patiente d'un savoir vivant, c'était le cœur invisible de l'usine. Le jour où l'on fermerait, ce n'est pas seulement une génération qu'on jetterait dehors. C'est la chaîne elle-même que l'on briserait. Le fil qui reliait le grand-père au petit-fils et par lequel un métier avait traversé le temps. Chapitre 6e. Le squelette de la France. Vu de l'intérieur, la sidérurgie lorraine était un monde de sueur et de solidarité. Vu de l'extérieur, elle était une puissance. Et il faut prendre la mesure de cette puissance pour comprendre l'ampleur de ce qui sera perdu. La Lorraine, c'était pas une industrie régionale parmi d'autres. C'était le cœur de l'acier français. À son sommet, l'acier lorrain représentait 57% de la production nationale. Plus de la moitié de tout l'acier fabriqué en France sortait de ces vallées de l'Est. Quand on construisait quelque part dans le pays, un pont sur la Seine, une gare, un immeuble, un barrage, il y avait de fortes chances que le métal vienne de Lorraine. Ce n'était pas une exagération de dire que la Lorraine était le squelette de la France, l'armature invisible sur laquelle le pays tout entier tenait debout. Et cette puissance n'était pas archaïque. C'est un point qu'il faut marteler, parce qu'on racontera plus tard une toute autre histoire. La sidérurgie lorraine savait se moderniser. Sur le site d'Usinor à Thionville se dressait le haut fourneau le plus moderne d'Europe. Pas de France, d'Europe. Une installation de pointe, à la hauteur des meilleurs du continent. La Lorraine n'était pas un vieux pays fatigué, incapable de suivre son temps. C'était une région qui investissait, qui innovait, qui produisait avec les outils les plus avancés de son époque. Gardez cette image du haut fourneau le plus moderne d'Europe, parce qu'il sera fermé lui aussi. Et quand on ferme ce qu'on a de plus moderne, il faut chercher l'explication ailleurs que dans le retard technique. Le rayonnement dépassait les frontières. L'acier français s'exportait. Les équipements, les rails, les tôles partaient vers l'étranger, portant la marque d'un savoir-faire reconnu. Et il y avait, dans tout le pays, une fierté à l'égard de cette industrie. La France des Trente Glorieuses se pensait comme une nation qui fabriquait, qui bâtissait, qui produisait de la matière et de la force. La sidérurgie était l'un des symboles de cette France-là, celle qui se relevait de la guerre, qui modernisait, qui offrait à ses enfants une vie meilleure que celle de leurs parents. Il y avait aussi derrière tout cela une évidence stratégique que l'on a fini par oublier. Un pays qui ne fabrique pas son propre acier dépend des autres pour ses ponts, ses rails, ses navires, ses armes. L'acier, c'est de la souveraineté à l'état solide. Pendant des décennies, la France l'a su, et c'est pour cela que l'État a veillé sur cette industrie comme sur un bien national, aussi précieux que ses frontières. Produire son acier, c'était être maître chez soi. Ce lien entre l'usine et l'indépendance de la nation était si profond qu'on ne le formulait même plus. Il allait de soi. Il faudra la chute pour que le pays redécouvre, à ses dépens, ce qu'il avait cessé de voir. On retrouvait cette fierté jusque dans les monuments du pays. Le fer des forges lorraines dressé dans le ciel de Paris. Les rails sur lesquels roulaient les trains de la nation. Les charpentes des grands ouvrages. Partout où la France affirmait sa puissance et sa modernité, il y avait, quelque part, l'acier de l'Est et le charbon du Nord. C'était une industrie qui ne se voyait pas toujours, parce qu'elle produisait la matière première d'autres choses plus visibles. Mais sans elle, rien ne tenait. Elle était le socle, le fondement, ce sur quoi tout le reste était posé. Et à côté d'elle, ne l'oublions pas, montait l'autre couronne, l'empire de l'électricité et des télécommunications, qui atteindrait son propre sommet un peu plus tard, dans les dernières décennies du siècle. Deux fiertés françaises,
2 preuves qu'un pays de taille moyenne pouvait rivaliser avec les plus grands, dans l'acier comme dans la haute technologie. La France, au sommet, avait de quoi être fière. Elle l'était. Et rien, absolument rien, ne laissait présager que cet édifice bâti sur 3 siècles allait, en une génération, se défaire. Chapitre 7e. Le ruban bleu. Il y a des années qui concentrent tout. Des années où une histoire atteint son point le plus haut, juste avant de basculer. Pour la sidérurgie française, cette année-là porte un nom presque marin, un nom de triomphe, le ruban bleu. En 1974, la France produit 27 millions de tonnes d'acier, un record absolu. Jamais le pays n'avait tant produit et jamais il ne le fera plus. On appelle cet exploit le ruban bleu, comme la distinction que l'on remettait autrefois aux paquebots les plus rapides de la traversée de l'Atlantique. La sidérurgie française tenait cette année-là son ruban bleu. Elle était au fait de sa puissance, de sa production, de sa fierté. La Lorraine, à elle seule, portait cet empire sur ses épaules. 77 600 salariés travaillaient dans la sidérurgie lorraine. 77 600 familles vivant de l'acier, dans une seule région. Les hauts fourneaux tournaient à plat régime. Les carnets de commandes étaient pleins. Les jeunes qui entraient à l'usine cette année-là ne se posaient pas la moindre question sur leur avenir. Il était tracé, solide, garanti par un demi-siècle de croissance ininterrompue. Les dirigeants respiraient la confiance. On investissait, on modernisait, on parlait d'agrandissement, on construisait pour les décennies à venir. L'État, qui veillait sur cette industrie comme sur un joyau national, ne voyait aucune raison de s'inquiéter. Les 30 Glorieuses duraient depuis 30 ans, justement, et l'idée même qu'elles puissent finir n'effleurait presque personne. La croissance était devenue une seconde nature, une loi de la vie française, aussi naturelle que le retour des saisons. Les journaux de l'époque parlaient d'expansion, de plans d'investissement, de nouvelles installations. On dessinait des usines pour l'an 2000. On engageait des jeunes par centaines. On formait des apprentis. On bâtissait de nouvelles cités pour loger des familles que l'on croyait installées là pour toujours. Les ingénieurs, les cadres, les ministres, tous partageaient la même certitude tranquille. L'acier français avait de l'avenir, et cet avenir, on pouvait le planifier sereinement, tableau après tableau, décennie après décennie. C'est peut-être cela, le plus vertigineux quand on regarde cette année en arrière. Non pas que les gens aient été aveugles, mais qu'ils aient eu tant de raisons, tant de bonnes raisons d'être confiants. Et c'est là que réside la cruelle ironie de cette histoire. Le sommet fut atteint en 1974, l'année même où tout allait basculer. Au moment précis où la sidérurgie française touchait son point le plus haut, le sol se dérobait déjà sous elle, sans que personne, à l'intérieur des murs, ne le sentît encore. Le ruban bleu n'était pas le début d'une ère nouvelle, c'était le dernier éclat d'un monde qui s'achevait. Il y avait, dans cette vallée, le haut fourneau le plus moderne d'Europe. Il y avait 77 600 ouvriers sûrs de leur lendemain. Il y avait 3 générations de familles mêlées, françaises et immigrées, qui avaient bâti leur vie autour du rythme de l'acier. Il y avait des cités entières, des cantines, des colonies de vacances, des clubs de football, des jardins ouvriers, tout un monde tissé serré autour du feu continu. Un monde qui avait mis un siècle à se construire, pierre après pierre, vie après vie, et qui semblait, en cette année de triomphe, aussi solide que le métal qu'il produisait. Et pas un seul d'entre eux, cette année-là, debout au sommet, ne pouvait deviner que les décisions qui allaient tout emporter étaient déjà, ailleurs, dans d'autres bureaux, dans d'autres langues, en train de s'écrire. Chapitre 8e. L'année où tout bascule. Le monde a changé sans prévenir. En 1973, puis à nouveau en 1979, le prix du pétrole s'envole. Ce que l'on appellera le choc pétrolier n'est pas une simple crise passagère, c'est la fin d'une époque. La croissance française, qui tournait autour de 6% par an depuis le début des années 60, retombe brutalement autour de 3%. Du jour au lendemain, la machine qui semblait ne jamais devoir s'arrêter se met à tousser. Pour l'acier, les conséquences sont immédiates et brutales. La production française chute de plus de 14 millions de tonnes en 1974 à environ 10 millions l'année suivante. En 12 mois, un tiers de la production s'évapore. Les carnets de commandes se vident, les stocks s'accumulent. Et pour la première fois depuis la guerre, on entend, dans les vallées de l'Est, un mot que l'on avait oublié, la crise. Mais il y avait, sous la sidérurgie lorraine, une faiblesse ancienne que la prospérité avait masquée,
et que la crise met soudain à nu. Souvenez-vous de la minette, ce minerai pauvre et phosphoreux que le procédé Thomas avait racheté un siècle plus tôt. Il n'avait jamais cessé d'être pauvre, de 30 à 40% de fer seulement. Tant que tout allait bien, cela passait. Mais dès lors que le transport maritime devint bon marché, il devint moins cher d'importer du minerai riche venu de Suède, du Brésil, de Mauritanie, que d'exploiter la minette lorraine sur place. L'atout historique de la Lorraine, avoir son minerai sous les pieds, se retournait contre elle. Et l'État lui-même avait aggravé les choses en favorisant, dès les années 60, une sidérurgie littorale, sur les côtes, à Dunkerque et à Fos-sur-Mer, taillée pour recevoir le minerai importé par bateau. Le fer de l'intérieur perdait la partie contre le fer de la mer. À cela s'ajoutait une réalité que peu voulaient regarder en face. On consommait moins d'acier. Les techniques progressaient, on construisait plus léger, plus intelligent. Pour bâtir un pont, à caractéristiques égales, on utilisait 2 fois moins d'acier à la fin des années 70 qu'à la fin des années 50. Le monde n'avait pas seulement moins d'argent, il avait moins besoin d'acier tout court. Et une industrie taillée pour la croissance infinie se retrouvait, d'un coup, surdimensionnée. Face à cela, 2 attitudes. Il y eut ceux qui virent le danger et le dirent, syndicalistes et ingénieurs qui alertaient sur la nécessité de moderniser vite, de reconvertir, de préparer l'avenir. Et il y eut ceux qui minimisèrent, qui rassurèrent, qui répétèrent que la crise passerait comme les autres. Le Premier ministre Raymond Barre, économiste rigoureux, incarnait la ligne dure. Il fallait laisser l'industrie s'ajuster, quitte à ce que cela fasse mal. Jacques Chirac, quelques années plus tôt, avait résumé d'une phrase l'art de la minimisation officielle. La réalité, disait-il en substance, était moins dure que les chiffres. Les ouvriers de Lorraine, eux, savaient que c'était l'inverse. Les chiffres, aussi durs fussent-ils, étaient encore en dessous de la réalité qu'ils vivaient. Car la réponse ne tarda pas, et elle vint sous une forme que la Lorraine allait apprendre à haïr. Le plan. Le 1er avril 1977, Usinor annonce 4000 licenciements en Lorraine. L'année suivante, le patronat annonce 13 500 suppressions de postes. En septembre 1978, un deuxième plan acier ajoute 14 000 suppressions supplémentaires. Et le 9 décembre de la même année, Usinor Sacilor et Solac annoncent 20 500 suppressions d'emplois d'ici 1980. 20 500. Dans un bassin où l'usine était tout, où 3 générations d'une même famille en vivaient, ces chiffres n'étaient pas des statistiques. C'étaient des arrêts de mort prononcés dans la langue froide de la planification économique. Le pays du feu continu venait de comprendre que le feu, lui aussi, pouvait s'éteindre. Chapitre 9e. La République populaire de Longwy. Alors la Lorraine s'est soulevée. Et ce soulèvement mérite qu'on le raconte, parce qu'il fut l'un des plus violents, des plus inventifs et des plus désespérés de l'histoire ouvrière française. Dès le 19 décembre 1978, 25 000 personnes manifestent dans les rues de Longwy. 25 000, dans une petite ville de l'extrême nord lorrain. Ce n'est pas une manifestation, c'est un peuple entier qui descend. Michel Olmy, ce responsable syndical dont nous avons déjà entendu la voix, parlera plus tard de ces mois comme d'un mai 68 à retardement, d'une république populaire de Longwy. Le mot n'est pas exagéré. Pendant des mois, le bassin va vivre en état d'insurrection. Les formes de la révolte sont d'une audace folle. En janvier, le commissariat de Longwy est attaqué. En avril, les grands bureaux de la direction sidérurgique, à Mont-Saint-Martin, sont occupés. Il y a des émeutes à Briey en février, des émeutes à Longwy en mai. Le climat devient tel que Pierre Mauroy, futur Premier ministre, reprochera à Raymond Barre d'avoir, par sa rigueur, rallumé les hauts fourneaux de la colère. Mais l'invention la plus extraordinaire de cette révolte, ce furent les radios. À une époque où la radio était un monopole d'État, les sidérurgistes créèrent leur propre station pirate pour faire entendre leur voix. La CFDT lança SOS Emploi, aidée par des techniciens venus d'ailleurs. Et surtout, en mars 1979, la CGT créa Lorraine Cœur d'Acier, avec l'aide de journalistes et du documentariste Marcel Tria. Cette radio devint le cœur battant de la lutte, la voix d'un bassin qui refusait de mourir en silence. On y parlait, on y chantait, on y débattait, on y pleurait.
C'était la conscience d'un peuple ouvrier, diffusée sur les ondes, contre l'État qui voulait le faire taire. Il faut nommer ces hommes, parce que l'anonymat protège ceux qu'on devrait au contraire se rappeler. Gérard Lagorce, passé de la CFDT à la CGT. Michel et Jocelyne Olmy, au cœur de chaque combat. Des milliers d'autres, dont les noms se sont perdus, mais qui ont tenu, mois après mois, avec une dignité que rien n'a pu briser. Ils ont même publié un faire-part de décès pour Usinor Longwy, avec cet humour noir des désespérés qui refusent de baisser la tête. Grande manifestation à Paris le 23 mars 1979. Le bassin montait à la capitale pour crier son refus au pouvoir. Et pourtant, malgré tout cela, la machine administrative continua d'avancer. En juillet 1979, une convention organisa les préretraites à 50 ou 55 ans. Sur le papier, une mesure sociale. En réalité, une manière de démobiliser la révolte en offrant aux plus âgés une sortie honorable, en les retirant de la lutte un à un. On n'écrasa pas la révolte de Longwy. On l'usa. On la vida de ses forces vives, pré-retraite après pré-retraite, jusqu'à ce qu'il ne restât plus assez de bras pour tenir les piquets. C'était plus efficace et plus silencieux que la répression. La colère avait été immense. Elle n'avait rien changé au calendrier des fermetures. Et cette impuissance, cette rage qui se heurtait à un mur d'indifférence polie, allait laisser dans la mémoire du bassin une blessure qui ne s'est jamais refermée. Chapitre 10e. Bruxelles décide, Paris renonce. Il faut être honnête, ici, et résister à la facilité. Car il serait tentant de raconter cette histoire comme un pur complot d'élite parisienne contre le peuple ouvrier. La vérité est plus complexe, et plus troublante encore. Une partie de ce qui s'est passé ne dépendait pas de Paris. Elle se décidait à Bruxelles. L'homme s'appelle Étienne Davignon, commissaire européen belge, chargé du marché intérieur et des affaires industrielles. Face à la surproduction d'acier qui submergeait toute l'Europe, il fit déclarer, au titre du vieux traité de la communauté du charbon et de l'acier, un état de crise manifeste. Son plan, entré en vigueur à la fin des années 70, organisa à l'échelle du continent une réduction massive des capacités, des quotas de production, des prix imposés, des licences d'importation. L'objectif était clair et brutal. Selon un rapport de l'Assemblée nationale, le plan d'Avignon programma la réduction de 32 millions de tonnes de capacité et la disparition de 250 000 emplois dans la sidérurgie européenne. 250 000 emplois, à l'échelle du continent. Davignon lui-même ne s'en cachait pas. Ce choc social, disait-il, était le prix à payer pour n'avoir pas su s'ajuster à temps au changement du monde. Une phrase glaçante de lucidité comptable, où des vies humaines devenaient le solde d'une équation. C'est un point capital pour comprendre le drame français, et il faut le poser sans détour. Dans le cas de la sidérurgie des années 70 et 80, la contrainte était réelle. La surcapacité européenne était réelle. La faiblesse de la minette était réelle. La baisse de la consommation d'acier était réelle. L'État français n'a pas inventé la crise pour le plaisir de détruire son industrie. Il a subi, en partie, des forces qui le dépassaient. Mais, et tout est dans ce mais, subir une contrainte est une chose. La manière dont on la fait porter aux hommes en est une autre. Et c'est là que l'histoire française devient accablante. Car ceux qui allaient devoir appliquer ces plans, les gouvernants qui allaient signer les fermetures, avaient d'abord promis, encore et encore, exactement le contraire. À Jeuf, en 1974, un homme était venu dire aux sidérurgistes qu'ils avaient été attaqués dans le dos, par surprise, traîtreusement, après avoir été bercés de belles paroles. Cet homme s'appelait François Mitterrand, et il n'était pas encore au pouvoir. Chapitre 11e. Les trahisons de gauche. En 1981, la gauche arrive au pouvoir. Et dans les vallées de Lorraine, dans les corons du Nord, un immense espoir se lève. Enfin, croit-on, un gouvernement qui protégera les ouvriers, qui arrêtera l'hémorragie, qui tiendra les promesses. Mitterrand avait dénoncé la trahison. Mitterrand, pensait-on, allait réparer. La désillusion fut rapide, et elle fut totale. Dès le mois de juin 1981, à peine installé, le gouvernement de Pierre Mauroy approuve à Luxembourg la poursuite de la réduction des capacités européennes.
La première trahison des nouveaux gouvernants, diront les militants. Ceux qui avaient promis d'arrêter la casse en signaient, dès les premières semaines, la continuation. Puis vinrent les nationalisations. Usinor et Sassilor passèrent dans le giron de l'État. Sur le moment, ce fut vécu comme une victoire. L'acier redevenait chose publique, la nation reprenait la main. Et à l'automne 1982, le Premier ministre Mauroy vint en personne à Pont-à-Mousson, entouré de 4 ministres, promettre solennellement que la sidérurgie lorraine était une sidérurgie d'avenir, que la nationalisation rendait possible un effort d'investissement sans précédent. Une sidérurgie d'avenir. Retenez la formule. Elle fut prononcée par un chef de gouvernement de gauche, entouré de la moitié de son cabinet, devant des ouvriers qui voulaient y croire. Quelques semaines plus tard, les mêmes dirigeants d'Usinor et de Sassilor, désormais entreprises d'État, annonçaient 10 000 suppressions de postes, dont 7 000 en Lorraine. Jeuf, Aumécourt, Agondange, Pompey, les noms tombaient un à un, mortellement atteints. La sidérurgie d'avenir n'avait pas tenu une saison. Et puis vint 1983, le fameux tournant de la rigueur. Le gouvernement de gauche, choisissant de rester dans le système monétaire européen, renonça à sa politique de relance et embrassa l'austérité. Pour la Lorraine, cela signifia la poursuite, sous un pouvoir socialiste, de la logique même que ce pouvoir avait promis de combattre. Le plan acier de 1984 prolongea la casse. On envoya en Lorraine un homme issu du syndicalisme, Jacques Chérec, ancien dirigeant de la CFDT, nommé préfet chargé de la reconversion. Un homme de la maison, en somme, pour faire accepter l'inacceptable. Au charbonnage, le président communiste Georges Valbon démissionna avec fracas, dénonçant la programmation du déclin de la production nationale. C'est ici que se noue le nœud le plus douloureux de toute cette histoire. Les ouvriers de Lorraine et du Nord avaient un pacte avec la République. La République construit, protège, garantit. Ils avaient voté pour ceux qui promettaient de tenir ce pacte. Et ce furent précisément ceux-là qui le rompirent. La droite avait ouvert la casse, la gauche la continua. Ni l'une ni l'autre ne tint parole. Et dans la mémoire ouvrière française, il n'y a pas de blessure plus profonde que celle-là. Non pas d'avoir été frappé par un ennemi, mais d'avoir été abandonné par ceux que l'on avait crus des amis. Chapitre 12e. L'entreprise sans usine. Changeons de décor. Quittons un instant les vallées de l'acier pour entrer dans un tout autre monde, celui de la haute finance, des colloques internationaux, des stratégies d'entreprise. Car c'est là, loin des hauts fourneaux, que fut prononcée la phrase qui donne son nom et son sens à toute cette histoire. Nous sommes le 26 juin 2001, à Londres, lors d'un colloque organisé par un grand journal financier. À la tribune se tient le président directeur général d'Alcatel, ce géant français des télécommunications dont nous avons vu la grandeur. Il s'appelle Serge Tchuruk. Polytechnicien, ancien du pétrole et de la chimie, manager réputé à l'américaine, il dirige depuis 1995 le premier groupe technologique français. Et ce jour-là, devant un parterre d'investisseurs, il prononce ces mots. Nous souhaitons devenir, très bientôt, une entreprise sans usine. Une entreprise sans usine. Il faut laisser cette phrase résonner. Le patron de l'un des plus grands industriels de France annonce, comme un objectif, comme une fierté, que son entreprise ne veut plus d'usine. Il ajoute que la valeur ajoutée de la fabrication ne cesse de décroître à mesure que croît la valeur de l'immatériel. Son objectif est chiffré, précis, assumé. Passer de 120 usines à 12 en 18 mois. Fermer, vendre, sous-traiter. Garder les idées, les brevets, la marque, et se débarrasser des mains qui fabriquent. Voilà ce qui distingue radicalement cette décision de tout ce que nous avons vu jusqu'ici. Les fermetures de la sidérurgie, aussi cruelles fussent-elles, se présentaient comme des drames subis, des ajustements douloureux à une crise réelle. Là, il n'y a plus de crise à invoquer. Il y a un choix revendiqué, théorisé, présenté comme une modernité. La désindustrialisation cesse d'être une fatalité honteuse
pour devenir une doctrine glorieuse. On ne ferme plus les usines à regret, on les ferme par principe. La logique était financière. L'action Alcatel s'effondrait avec l'éclatement de la bulle Internet, de 100 € à 30 € en quelques mois. Il fallait rassurer les marchés, montrer qu'on savait être moderne, léger, agile. Alors on céda les usines. Brest, vendu à un sous-traitant étranger. Laval et ses 825 salariés qui fabriquaient des téléphones. Illkirch, en Alsace, et ses 1400 personnes. Cherbourg, EU, Saintes, Coutances. Une à une, les usines françaises d'Alcatel furent transférées à des sous-traitants aux noms interchangeables. Et beaucoup, ensuite, fermèrent tout court. Le sous-traitant héritait de l'usine, puis de sa fermeture, pendant que le donneur d'ordre gardait les mains propres. Contre cette stratégie s'élevèrent des voix, des syndicalistes comme Michel Ledoiré, des économistes comme Jean-Marie Haribé, mais elle pesait peu contre l'air du temps. Et sur le terrain, la doctrine avait un visage. Un ouvrier d'Illkirch ou de Laval ne comprenait pas ce que voulait dire immatériel. Il comprenait que son usine, qui tournait, qui produisait, qui gagnait de l'argent, allait passer à un sous-traitant dont personne ne connaissait le nom la veille. Il comprenait qu'on lui expliquait, dans un français de colloque, que ses mains ne créaient plus de valeur. Lui qui, chaque matin, transformait des composants en téléphones bien réels, tenus par des millions de gens bien réels, s'entendait dire qu'il appartenait au passé. C'est cela, la violence particulière de la doctrine Churuk. Elle ne se contentait pas de fermer. Elle disait aux ouvriers que leur travail lui-même, le fait de fabriquer, était devenu une erreur. Elle ajoutait le mépris à la perte. Le groupe, qui employait 190 000 personnes dans le monde au milieu des années 90, tomba à 120 000 en 2000, puis à 58 000 en 2006. Pendant que les ouvriers partaient par dizaines de milliers, le patron, lui, touchait un bonus dépassant le 1 million d'euros pour la seule année 2004 et se verrait promettre un parachute doré de plusieurs millions. La suite est un naufrage. Alcatel fusionna avec l'américain Lucent fin 2006, une fusion présentée comme un mariage entre égaux, assortie de la promesse qu'il n'y aurait aucune suppression d'emplois. Il y en eut 16 500. Le cours de l'action, sous les années de Churuk, fut divisé par 2. Le géant s'affaissa. Et en 2016, ce qui restait d'Alcatel, ce fleuron français de la technologie mondiale, fut absorbé par le finlandais Nokia. La marque disparut. L'entreprise qui voulait devenir une entreprise sans usine avait fini par devenir une entreprise sans entreprise. Chapitre 13e. Avec ou sans Mittal. Revenons à l'acier, car les promesses trahies n'appartenaient pas qu'au passé. Elles allaient se répéter, presque mot pour mot, sous des présidents successifs, comme si aucune leçon n'avait été retenue. Le 4 février 2008, à Gandrange, en Moselle, un président de la République en exercice se tient devant 400 ouvriers. Leur aciérie, propriété désormais du groupe du milliardaire Lakshmi Mittal, est menacée. Et le président, Nicolas Sarkozy, prononce des mots que le bassin n'oubliera jamais. Avec ou sans Mittal, l'État investira dans Gandrange. Et cette autre phrase, plus simple encore, plus lourde, vous n'êtes pas seul. Un syndicat fera même graver la citation en lettres d'or sur une stèle. Il faut mesurer le poids de ces mots. Gandrange n'était pas n'importe quelle usine. Son aciérie avait produit, en 40 ans, plus de 60 millions de tonnes d'acier. Mittal en avait fait sa vitrine sociale et industrielle. Et voilà que le chef de l'État en personne s'engageait, solennellement, publiquement. La réalité vint vite. L'aciérie ferma 1 an plus tard, au printemps 2009. Dernière coulée, le 31 mars. 575 emplois supprimés sur un peu plus de 1000. L'État n'investit pas. La convention de reconversion, censée recréer de l'emploi, n'en créa qu'à peine 190. Et la stèle de lettres d'or, celle qui gravait la promesse présidentielle dans la pierre, elle fut décellée et volée dans la nuit, en janvier 2012. La promesse même avait disparu, arrachée à son socle, comme si quelqu'un avait voulu effacer la preuve. 14 ans plus tard, la carcasse de l'aciérie fut abattue. Là où l'on coulait l'acier,
il ne reste qu'une friche que l'on dépollue. Un syndicaliste du site, Jacky Masselli, résuma la chose sans détour. Il fallait, disait-il, dénoncer à la fois l'imposture de Mittal et la trahison de l'État. Une double trahison. Celle du propriétaire étranger qui ferme et celle du pouvoir national qui avait juré, la main sur le cœur, qu'il ne laisserait pas faire. Et parmi ceux qui virent tout cela, il y avait un homme dont le nom va traverser toute la fin de cette histoire. Un délégué venu du site voisin. Il s'appelait Édouard Martin. Chapitre 14e. Putain, traître, Édouard Martin. Il faut s'arrêter sur lui, parce qu'il incarne à lui seul tout ce qu'était devenu la classe ouvrière française, et tout ce qu'on allait lui faire. Il est né en Espagne, en Andalousie, sous le nom d'Eduardo Martín Benítez. Sa famille émigra en Lorraine à la fin des années 60 pour travailler à l'usine sidérurgique de Gandrange. L'histoire, encore, de l'immigration qui devient l'ossature du travail français. Le petit Eduardo devint Édouard, apprit le métier, obtint son diplôme d'électromécanicien et devint délégué syndical à l'usine de Florange. Il fut de tous les combats, Gandrange en 2009, puis Florange en 2012. Un homme du fer, fils d'immigrés, porte-parole d'un monde qui se battait pour sa survie. Florange, 2012. Un candidat à la présidence de la République grimpe sur la camionnette de l'intersyndicale devant les ouvriers et promet une loi. Une loi qui obligerait les grandes entreprises à céder les sites qu'elles ne veulent plus exploiter plutôt que de les fermer. Le candidat s'appelle François Hollande. Il sera élu quelques semaines plus tard. Puis vint l'automne. En novembre 2012, ArcelorMittal annonce l'arrêt des 2 hauts fourneaux de Florange, menaçant 629 emplois. Le ministre du redressement productif, Arnaud Montebourg, monte au créneau, lance dans la presse que la France ne veut plus de Mittal, défend l'idée d'une nationalisation temporaire. L'espoir renaît. Peut-être, cette fois, la promesse sera-t-elle tenue. Elle ne le fut pas. Le président reçut le milliardaire à l'Élysée. Et à la fin, le gouvernement annonça un compromis. Les hauts fourneaux seraient mis sous cocon, il n'y aurait pas de plan social, l'entreprise s'engageait à investir. La loi promise sur la camionnette ne vint jamais sous la forme espérée. La nationalisation fut écartée. Quand Édouard Martin entendit l'allocution qui scellait ce renoncement, sa réaction tint en 2 mots. 2 mots que la Lorraine fit siens. Putain, traître. Les hauts fourneaux de Florange, ces 2 géants nommés P3 et P6, furent éteints le 24 avril 2013. On coupa l'alimentation en gaz. Et il faut comprendre ce que cela signifie, après tout ce que nous avons vu. Un haut fourneau, c'est le feu continu. Il brûle depuis des décennies sans jamais s'arrêter. L'éteindre, ce n'est pas fermer un robinet que l'on pourra rouvrir. C'est une extinction irréversible. Le métal fige à l'intérieur, la structure meurt. Le 24 avril 2013, quand on coupa le gaz de Florange, on ne mit pas l'usine en pause. On la tua. Le point de non-retour d'un siècle d'histoire tenait dans un geste technique, silencieux, définitif. Arnaud Montebourg quitterait le gouvernement l'année suivante. Édouard Martin, lui, devint député européen, puis rompit avec le parti qu'il avait porté et déçu. Le fils d'immigrés espagnols qui avait cru en la République ouvrière avait fait jusqu'au bout l'apprentissage amer de la parole trahie. Chapitre 15e. On va tout péter. Florange ne fut pas la fin. Ce ne fut qu'un épisode d'une longue série de fermetures qui, dans les années suivantes, scandèrent la vie du pays comme un glas répété. Et à chaque fois, le même schéma. Une entreprise rentable, une décision venue d'ailleurs, des ouvriers abandonnés, un pouvoir impuissant ou complice. Continental, à Clairoy, dans l'Oise. Une usine de pneumatiques appartenant à un groupe allemand. En 2007, pour sauver leur emploi, les salariés avaient accepté de revenir aux 40 heures sans augmentation de salaire. Un sacrifice consenti par confiance. En 2008,
l'usine dégageait 17 millions d'euros de bénéfices. Et en mars 2009, le groupe annonça sa fermeture et le transfert de la production vers la Roumanie. Une usine rentable, fermée non pour survivre, mais pour gagner davantage ailleurs. Le leader syndical Xavier Mathieu devint le visage de cette colère. Le directeur fut accueilli à coups d'œufs, la sous-préfecture de Compiègne fut mise à sac. 3 ans après, sur 1100 salariés, à peine plus de 200 avaient retrouvé un emploi stable. Et beaucoup, qui s'étaient endettés pour acheter une maison près de l'usine, se retrouvèrent propriétaires d'un bien dévalorisé, prisonniers d'un territoire qui n'avait plus de travail à offrir. Whirlpool, à Amiens, en 2017. Une usine de sèche-linge délocalisée vers la Pologne. En pleine campagne présidentielle, le site devint un théâtre politique. Les candidats défilèrent devant les grilles, se disputant les caméras et les ouvriers. On promit des conséquences, des sanctions. L'usine ferma quand même. GM&S, à la Souterraine, dans la Creuse. Un sous-traitant automobile au fond d'un département rural. En 2017, à Boux, les ouvriers menacèrent de faire sauter leur propre usine avec des bonbonnes de gaz. Le geste du désespoir absolu. Détruire de ses mains ce qui vous a fait vivre, faute de pouvoir le sauver. Sur 277 salariés, à peine plus de 100 furent repris. 1 an après, sur les licenciés, une poignée seulement avait retrouvé un contrat stable. Et Alstom, enfin, à Belfort. En 2014, la branche énergie de ce fleuron industriel français, les turbines qui équipaient jusqu'aux centrales nucléaires du pays, fut cédée à l'américain General Electric pour plus de 12 milliards d'euros. Arnaud Montebourg, déjà lui, tenta de s'y opposer, prit un décret pour protéger les actifs stratégiques, plaida pour une solution européenne. Mais la cession fut validée à l'automne 2014 par un jeune ministre de l'économie fraîchement nommé, du nom d'Emmanuel Macron. General Electric avait promis des créations d'emplois. 5 ans plus tard, il annonçait des centaines de suppressions à Belfort. Et en 2024, l'État français rachèterait ces mêmes turbines stratégiques pour plus d'1 milliard de dollars, les rachetant à prix d'or après les avoir laissés vendre pour rien. Trop tard et trop cher, le résumé de toute une politique. Chapitre 16e. Les cathédrales éteintes. Que reste-t-il aujourd'hui de tout cela ? Il faut aller voir. Il faut marcher dans ces vallées et dans ces bassins pour comprendre ce que veut dire le mot désindustrialisation quand on cesse de le lire dans un rapport pour le regarder sur un territoire. À Longwy, les hauts fourneaux de l'Achier ont été arrêtés dès l'été 1979. La dernière coulée du bassin eut lieu en 1987. La démolition prit des années. Il fallut, dit-on, 3 tentatives pour abattre la dernière cheminée, comme si elle refusait de tomber. Aujourd'hui, à la place, il y a des zones commerciales, un pôle transfrontalier, des parkings. On a couché un haut fourneau de Senel à côté d'un golf, conservé comme un monument, une pièce de musée pour un monde disparu. Des militants se sont battus pour le sauver de la casse, pour qu'il reste au moins cela, une carcasse de fer allongée près d'un terrain de golf, pour dire aux passants qu'ici, autrefois, on faisait l'acier de la France. À Florange, les hauts fourneaux P3 et P6 sont éteints pour toujours. Autour, la coquerie et la galvanisation tournent encore, avec quelques milliers d'amplis pour l'aval automobile. Mais la production d'acier liquide, elle, est partie ailleurs. Les friches voisines ont été vendues, puis démolies. Le paysage se vide, lentement, méthodiquement. Dans le nord, la dernière gaillette de charbon fut remontée à Osny en décembre 1990. Les houillères, qui avaient employé jusqu'à 220 000 hommes, furent dissoutes. La dernière mine française ferma en avril 2004. Et il y a, dans cette fin, un chiffre qui dit tout de l'absurdité économique et humaine du charbon final. Dans ces dernières années, la tonne de charbon français se vendait autour de 50 €, pour un coût de revient de plus de 200 €. On continuait à extraire à perte, non par folie, mais parce qu'il fallait bien accompagner la fin, gérer le déclin, tenir les hommes jusqu'à la pré-retraite. La reconversion, elle, tint rarement ses promesses. Là où 6000 postes disparaissaient, l'usine nouvelle venue en recréait quelques centaines. Le compte n'y était jamais. Ce qui frappe, dans ces territoires, c'est le silence. Un bassin qui a résonné pendant un siècle du grondement des laminoirs et de la sirène des équipes
se tait d'un coup. Et ce silence n'est pas un simple manque de bruit. Il a une présence. Il a la mauvaise forme. Il y a dans une usine qui a vécu et qui s'arrête un silence qui n'a rien à faire là, et que les anciens, quand ils passent devant les grilles, entendent encore résonner. Les cités ouvrières ont vieilli, à moitié désertées par une jeunesse qui est partie chercher ailleurs le travail que le pays ne lui offrait plus. Les cantines, les colonies de vacances, les clubs sportifs, tout ce monde que le comité d'entreprise faisait vivre, tout cela s'est éteint avec l'usine qui le portait. On a bâti des zones commerciales là où se dressaient les halles, des médiathèques parfois sur les carreaux comblés. L'architecture de l'oubli, posée sur les décombres de l'architecture du travail. Chapitre 17e. Ce qui reste. Alors, faut-il conclure que tout cela était inévitable ? La question mérite qu'on y réponde avec honnêteté, sans céder ni à la facilité du complot, ni à la lâcheté de la fatalité. Une partie de ce qui s'est passé fut subie. La surcapacité mondiale de l'acier, la faiblesse de la minette, la baisse de la consommation, la concurrence des pays à bas coût, tout cela était réel et aucun gouvernement, de gauche ou de droite, n'aurait pu simplement l'ignorer. Ceux qui promettent qu'on aurait pu tout garder à l'identique mentent aussi sûrement que ceux qui prétendent qu'on ne pouvait rien faire. Les études sérieuses le disent. Sur les longues années du déclin, la plus grande part des emplois industriels perdus le fut par les gains de productivité et l'externalisation, et une part seulement par la concurrence internationale. La vérité est grise, comme souvent. Mais il y a une chose qui, elle, ne fut pas subie. Les promesses. Personne n'a forcé un président à jurer, devant 400 ouvriers, que l'État investirait avec ou sans Mittal. Personne n'a forcé un candidat à monter sur une camionnette pour promettre une loi qu'il ne ferait pas. Personne n'a forcé un patron à ériger l'absence d'usine en doctrine glorieuse, à Londres, devant des investisseurs. Ces mots-là furent des choix. Et c'est par eux que la trahison s'est faite. Non pas seulement parce qu'on a fermé, mais parce qu'on a menti en fermant. Parce qu'on a demandé aux hommes de croire une fois de plus, avant de les abandonner une fois de plus. Faisons le compte. Entre le début des années 70 et aujourd'hui, la France a détruit environ 2 500 000 emplois industriels. Le nombre d'actifs de l'industrie est tombé de 5 400 000 à 2 900 000. La part de l'industrie manufacturière dans la richesse du pays a été divisée par 2. Une nation qui était l'une des plus grandes puissances industrielles du monde a regardé, en une seule génération, s'effacer une part immense de ce qu'elle savait faire. Et pourtant, ce n'est pas d'abord un chiffre qu'il faut retenir. C'est un feu. Le feu continu d'un haut fourneau, allumé pour des années, veillé jour et nuit par des hommes qui en étaient fiers. Ce feu avait traversé les guerres franco-allemandes, l'annexion, 2 conflits mondiaux, la reconstruction. Il avait fondu ensemble des Français, des Italiens, des Polonais, des Algériens, des Espagnols, et il en avait fait un seul peuple. Il avait bâti le squelette d'une nation. Le 24 avril 2013, à Fleuranges, un homme a coupé l'arrivée de gaz, et ce feu-là s'est éteint. Pas dans une explosion, pas dans une catastrophe. Dans un geste administratif, silencieux, réversible sur le papier et définitif dans les faits. C'est peut-être l'image qui résume tout. Non pas une industrie foudroyée, mais une industrie qu'on a laissée refroidir, promesse après promesse, en regardant ailleurs. Il reste des cathédrales de fer éteintes. Il reste des mots célèbres, gravés dans la mémoire d'un peuple. Et il reste, dans ces vallées silencieuses, des hommes qui, quand ils passent devant les grilles rouillées, entendent encore la sirène du matin appeler une équipe qui ne viendra plus.